Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma et à la télévision, sans oublier les autres médias. Comme chaque semaine, on va parler de nos recommandations, des audiences télévision, des news qu'on a dégotées à droite, à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Mais tout cela, je ne le fais jamais seul, puisque, comme toujours, je suis accompagné de l'expert télévisuel diplômé grâce à sa thèse, le linéaire, c'était mieux avant. Salut David, comment ça va ? Ah, c'était pas mieux avant, il y avait que 6 chaînes, maintenant on en a 27, enfin 25, c'est quand même pas plus mal. Ça va très bien, merci, et toi ? Eh ben ça va très bien. Alors avant de commencer cette émission, je vous rappelle que Critflix est un podcast indépendant qui existe bénévolement, mais si vous souhaitez nous aider à acheter du nouveau matériel ou du café, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/critflixmedia, ce qui vous permettra d'avoir nos podcasts un jour avant tout le monde, ainsi que quelques surprises qu'on vous prépare pendant l'été et pour la rentrée, et comme par exemple découvrir avant tout le monde l'une des petites nouveautés de cette émission hebdomadaire. Je te réserve une petite surprise. Eh bien, je suis impatient. Alors avant tout ça, bien sûr, on va commencer par nos recommandations. Quelle est ta recommandation de la semaine ? Alors, c'est difficile d'utiliser le mot recommandation peut-être, mais j'aimerais dire quand même que j'ai vu le film de Formule 1, Formula One The Movie. Je l'ai vu en avant-première lundi soir, c'est un film qui fait pas mal parler sur les réseaux sociaux, en bien et en moins bien, et ça me paraissait intéressant peut-être de vous en parler à ce moment de l'émission. Je dirais pas que c'est une recommandation à 100%, parce que le film a quand même pas mal de petits défauts. Il faut savoir que moi je suis quand même très fan de Formule 1, je loupe très peu de Grands Prix, et c'est vrai que c'est assez kiffant parce que c'est un film qui est extrêmement immersif. Il y a c'est le film officiel de la Formule 1, il y a tous les pilotes de Formule 1 qui ont participé à ce film. C'est un film qui est calé sur la saison 2023, dans laquelle on suit une écurie fictive, l'écurie Apex Grand Prix, dirigée par Javier Bardem, et qui va avoir besoin de recruter un vieux briscard de Brad Pitt, ce bon Brad Pitt, pour jouer à l'intérieur de son équipe, aux côtés d'Idris Damson. Alors j'ai vu que les critiques étaient plutôt très bonnes chez les spectateurs et un peu plus mitigées point de vue presse. Alors c'est vrai que j'ai oublié de dire d'ailleurs que c'est un film de Joseph Kosinski. Il avait fait Top Gun Maverick. Exactement, il avait fait Top Gun Maverick, ce qui est quand même pas rien. Les scènes sont très très bien faites quand on est dans la voiture de Formule 1. C'est super bien filmé, et surtout le gros point positif, c'est la musique de Hans Zimmer, qui fait du Hans Zimmer à balle, et la musique est vraiment très 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 chouette. Maintenant, c'est vrai que moi j'ai trouvé que le scénario, les rebondissements étaient quand même relativement attendus. C'est quand même assez peu probable qu'un jour une écurie de Formule 1 fasse appel à un pilote de 50 ans ou plus pour le remettre dans la voiture, alors qu'il y a tout un tas de jeunes pilotes qui seraient capables de le faire, même si on nous dit au début du film qu'il était le choix numéro 9, parce qu'il y en a 8 avant lui qui ont refusé. Ah d'accord. Petit point amusant quand même, il y a une scène où Brad Pitt se blesse, c'est pas du spoil, même si c'est pas au début du film, mais il se retrouve à l'hôpital, et en fait dans la salle ça a pouffé un peu. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça le fait beaucoup, parce que les gens pensent à cette histoire. C'était Anne, je crois, qui avait eu son portrait dans 7 à 8, qui s'était fait piéger par un faux Brad Pitt à l'hôpital. Et du coup, ça fait bien marrer les gens. Et quand j'ai entendu la salle pouffer, ça m'a fait sourire aussi. Forcément. Et le film fait 2h36, et moi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y a un vraiment ventre mou à un moment. J'ai regardé ma montre et je me suis dit, quoi, il reste 1h05. Ah merde. Alors que le film était commencé, oui, voilà, depuis 1h30. Donc, c'est une recommandation en demi-teinte. C'est un super divertissement. Quand on aime la Formule 1, on s'éclate parce qu'on a plein de codes, on a vraiment les directeurs d'équipe, les pilotes qui jouent dans le film, et du coup c'est super kiffant. Il y a plein de clins d'œil super drôles, évidemment, puisque le film est financé par la Formule 1, et un des producteurs c'est Lewis Hamilton, hein, le septuple champion du monde. On est forcément heureux. Maintenant, est-ce que des gens qui n'aiment pas la Formule 1 vont vraiment se noyer dans le film ? Je suis pas sûr. Moi, j'avais un exemple devant moi d'un couple, je les connais pas, hein, mais j'imaginais que la demoiselle la dame n'était pas très fan de Formule 1 d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que très vite elle a bâillé, elle a sorti son téléphone, elle a checké ses réseaux sociaux au bout d'un moment. Je me suis dit, bon, elle est pas happée dans le film, elle a peut-être voulu faire plaisir à son chéri. Donc voilà, c'est peut-être la limite de ce Formula One, le film, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film, en tout cas, loin s'en faut. Mais voilà, je suis ressorti pas complètement satisfait comme j'aurais pu en rêver, parce qu'encore une fois, la Formule 1, c'est pleinement mon truc. On en a parlé un petit peu en off hier, tu l'avais comparé, forcément on le compare, enfin pour ceux qui l'ont vu, à Rapide. Si tu devais choisir entre les deux, tu conseillerais finalement lequel ? Ah, c'est difficile, parce que Rapide, je trouve que ce qui est compliqué, c'est qu'il a un tout petit budget. Ça se ressent, mais il y a des scènes beaucoup plus impressionnantes. Effectivement, cette scène où l'héroïne principale de Rapide prend sa Formule 4 pour aller rouler sur l'autoroute, c'est super impressionnant comme scène.
c'est rapide et moins aseptisé, mais c'est vrai que du coup il n'y a pas les moyens hollywoodiens derrière, donc Ouais, bien je sûr. dirais que les deux sont différents, mais moi j'ai presque passé un meilleur moment devant Rapide que devant Formule 1, qui reste quand même deux films que j'ai beaucoup aimés, hein, donc voilà, je veux pas critiquer ni l'un ni l'autre, c'est des films qui traitent du même sujet, mais très différemment, et pour moi, voilà, Rapide n'a rien à envier à Formula One en tout cas. Bon, en tout cas, ça m'a pas enlevé l'envie d'aller le voir, donc voilà, dès qu'on le passera dans notre petite salle, je pense que je vais quand même aller me caler devant, même si c'est vrai Ouais. que 2h35, ça fait quand même beaucoup entre ça et les 2h50 de Mission Impossible. J'ai l'impression que les blockbusters ne savent plus sur quel pied danser sur les durées de films. Après, on aura Superman qui fera que 2h10, Oui, je crois. effectivement. Enfin, que 2h10, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on nous avait presque plus habitués à ce type de format pour des blockbusts, et c'est plutôt cool, je trouve. Ouais. Franchement, j'ai hâte de voir comment il a réussi à condenser l'histoire pour que ça ne fasse que 2h10. En tout cas, moi, ma recommandation, elle dure plus que 2h10 puisque c'est une série Netflix, vous le savez, j'ai pris un abonnement, j'ai été faible, j'ai pris un abonnement Netflix et je suis en train d'essayer de regarder un maximum de séries pendant le temps qu'il me reste et j'ai commencé une série à laquelle je ne m'attendais pas à m'accrocher plus que ça. C'était pour choisir une série qu'on pourrait apprécier avec ma compagne, on va dire de façon égale. Et j'ai commencé Ginny and Georgia. Est-ce que tu connais cette série ? Pas du tout. Alors Ginny et Georgia, ça raconte l'histoire de Ginny et Georgia, bien sûr. Donc Georgia qui est une mère célibataire d'une trentaine d'années qui a eu Jenny quand elle avait 15 ans et elle a eu un deuxième enfant avec un deuxième mari. Et lors du décès du troisième mari avec lequel elle n'a pas eu d'enfant, elle décide de partir dans le Massachusetts, il me semble, dans une ville un petit peu pompeuse, voilà, remplie de gens riches, mais surtout de gens très blancs. Et on va suivre les aventures de Georgia qui essaye de s'en sortir tant bien que mal en essayant de toucher l'héritage de son troisième mari. Maintenant qu'elle a acheté une maison, etc., elle se rend compte que tout ça est un petit peu bloqué par l'ex-femme de ce monsieur qui vient de décéder. Et pendant ce temps-là, Ginny, de son vrai nom Virginia, puisqu'elle est née en Virginie, eh bien, elle va essayer à 15 ans de s'en sortir dans un lycée huppé, rempli principalement de personnes blanches qui ont des a priori sur les Afro-Américains, etc., etc. C'est vraiment très, très, très bien fait. Il y a plein de sujets qui sont abordés. L'adolescence, l'enfance, le passage à l'âge adulte, la situation d'une Afro-Américaine dans une partie des États-Unis qui est plutôt blanche, mais qui est pas forcément raciste, juste, on va dire, un petit peu ignorante. Ouais. De ce côté-là, il n'y a pas de grosses scènes de racisme à proprement parler. Il y a, par exemple, une scène où elle passe la soirée au lycée, il y a une coiffeuse qui s'amuse à faire des coiffures à toutes les petites filles, et en fait, elle se retrouve avec ses cheveux crépus, et en fait, la femme ne sait pas quoi faire de ses cheveux, et ça devient une catastrophe, en fait. Tu vois, c'est ce genre de position où, en fait, c'est pas vraiment du racisme, c'est juste que vu qu'il n'y a pas d'Afro-Américains dans la région, eh ben, il y a une ignorance générale de la population. Ce qui est intéressant, c'est aussi la situation de Georgia, cette femme qui essaye de s'en sortir. On se rend compte qu'elle a pas forcément eu une enfance facile, puisqu'on va avoir des flashbacks de temps en temps de quand elle avait 15 ans, et voir que en fait, elle a galéré en fait toute sa vie et qu'elle voudrait offrir la meilleure vie possible à ses enfants. Donc voilà, Ginny et Georgia, ça fait 3 saisons, d'une dizaine d'épisodes par saison. Okay. Pour l'instant, c'est vraiment super, c'est drôle, c'est touchant. Il y a plein de choses à dire à l'intérieur. Les sujets sont très bien abordés. En tout cas, moi, je trouve qu'ils sont très bien abordés. Il faudrait voir ça avec des experts de chacun des sujets dans la série, mais je trouve ça vraiment très 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 chouette. Je me suis attaché au personnage dès le premier épisode. Donc voilà, si vous avez l'occasion, que vous avez Netflix, allez vous jeter sur cette série. C'est vraiment un petit coup de cœur cette semaine que j'ai, donc je suis vraiment très content. Eh bah super, moi j'ai aussi une série, mais je vous en parlerai peut-être plutôt la semaine prochaine, parce qu'elle n'est pas encore finie de diffuser. C'est une série qui est en cours et que je trouve absolument géniale, et j'ai hâte de vous en parler. Eh ben attendons alors ces derniers épisodes et on aura peut-être quelque chose pour la semaine prochaine. Attention, les vacances approchent tout doucement, vous allez devoir vous attendre à ne plus avoir de recommandations pendant quelques semaines, donc profitez des recommandations qu'on vous donne en ce moment, ça vous permettra d'avoir un petit stock de watchlist pour les vacances. On va tout de suite passer aux audiences. Qu'est-ce qui s'est passé à la télévision ces derniers jours ? Alors je voulais vous parler quand même du jeudi soir, qui est quand même un peu tristoun, parce que c'est HPI, les rediffs qui sont en tête à 2,4 millions. Ouf, oh la vache. Voilà, en deuxième place Tandem 2,4 millions, puis envoyé spécial 1,6 million, M6 Cauchemar en cuisine 1,2 million, et côté TNT, c'est les Soudoués qui sont à 830 000 téléspectateurs. Petit jeudi, mais là on rappelle qu'on est dans la période où il y a le moins de monde de l'année devant la télé, la période du mois de juin, sauf les années évidemment de Coupe du Monde de foot, qui n'est pas le cas cette année, puisque ce sera 2026, la prochaine. C'est vrai que c'est un peu tristoun. Vendredi soir, à l'instinct, toujours leader à 3 millions, devant Masked Singer, 2 231 000 téléspectateurs, ça continue de bien fonctionner. Ouais. Nos jours heureux sur M6, 1,3 million, c'est
un peu en dessous de ce que faisait Mission Impossible, mais ça reste correct. C'est pas si mal. Et les musiques en fait, 1,1 million sur France 3. À noter quand même que le Big Deal s'effondre à 300 000 téléspectateurs. Oh là là. 300 000 téléspectateurs. C'est vraiment, ça marche vraiment bof. Hein. Samedi soir, meurtre sur la Côte Fleurie, 21,9% de téléspectateurs pour 3 millions d'audience. Et c'est la deuxième place qui est assez surprenante puisque c'est le grand quiz sur TF1, le quiz du QI. Serez-vous HPI 1,9 million qui est devant la fête de la musique édition 2025 Ah oui. J'étais devant. Qui n'est qu'à 1,7 million. La fête de la musique du coup Non, j'ai fait le quiz avec mon fils et ma compagne. D'accord, est-ce que c'était bien alors? Ah ouais, c'était super, ouais. Les questions sont bien posées. Après, l'application, c'est pas quel bug, mais en fait, on peut aller plus vite que l'émission. En fait, dans les questions, elles sont pas en direct, les questions, et c'est un questionnaire préétabli, et si tu veux passer et faire toutes les questions d'un coup, tu peux. Mais il y a beaucoup de questions qui sont avec des images à l'écran. Donc, en fait, tu es obligé, par moment, d'attendre que la présentatrice arrive à la question pour pouvoir répondre. Concernant la fête de la musique, moi, j'étais pas devant samedi soir, hein, mais des proches à moi qui l'ont regardé, et c'est énormément ressorti sur les réseaux sociaux, on dit que c'était beaucoup moins bien que les autres années. Vraiment beaucoup moins bien. Il paraît que c'était chiant, en fait. Que c'était un peu plan-plan, que les artistes n'étaient pas très populaires, il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait pas trop, et ça explique vraiment, en fait, c'est Clément Garin, je crois, qui a montré la courbe des audiences sur les réseaux sociaux, et c'était absolument hallucinant, parce qu'on voit vraiment un démarrage tonitruant, ça part très très fort, parce que les gens avaient envie de regarder ça, quoi, et plus ça avançait, la courbe, elle fait une chute vertigineuse, et là, les gens se tournent vers TF1. Ils disent, c'est bof, on va voir s'il y a sur l'autre chaîne, et visiblement, le quiz était plutôt bien produit, donc je suis content que tu fasses aussi ce constat-là, parce que on n'est pas, il n'y a pas que moi qui le fais, du coup, les gens ont plutôt bien aimé TF1. C'est vrai que c'est un peu surprenant, parce qu'en général, c'est une valeur sur la fête de la musique sur France 2, mais pas cette année. Bah là, je sais pas, c'était les interactions sur TF1 qui étaient plutôt sympas, le fait d'être en direct, de répondre en même temps que les invités, etc. Même si l'ambiance n'était pas folle, que les invités n'étaient pas non plus hyper présents, bah au final, le fait de répondre en même temps qu'eux, bah ça créait une petite interaction, c'était sympa, quoi. Dimanche soir, Camping 3, largement en tête, hein. 3 millions 1 devant Vanina, Meurtre en Sicile, 3 millions. Et à la troisième place, c'est France 2 avec 1917, 1 654 000 téléspectateurs. Petit échec quand même. Hein. Ouais, c'est assez moyen, mais c'est quand même devant Capital, 1,6 million. Et juste derrière, Jackie Brown, 921 000 téléspectateurs pas si mal. Sur Arte. Et ensuite, il y a un gros trou, hein, puisque à la place suivante, c'est Transformers The Last Night sur Gulli, qui est à 450 000 téléspectateurs. Donc en fait, on passe de 921 000 à 450 000, puis après, faites entrer l'accusé, 440 000. Afrique France, le divorce sur France 5. Donc il n'y a rien entre les deux, c'est pas une histoire de cinéma, c'est vraiment... Non, il n'y a rien entre les deux. Ok. Donc c'est assez vertigineux. Lundi soir, Enquête au paradis, 2,8 millions en tête devant le remplaçant, 2,7 millions. Donc on est vraiment à tout touche. C'est magnifique sur France 3, 1,8 million quand même. Hein. Et 1,5 million pour rappel à témoin sur M6. L'émission a fait pas mal de buzz sur les réseaux parce qu'un des médecins a fait un gros malaise pendant l'émission. Heureusement, ça n'a pas été filmé de très près, mais visiblement, il va mieux. The Beekeeper, 800 000 quand même sur TMC. Hein. Et Night and Day, 713 000. Alors bon, on disait qu'on n'était pas très content que les chaînes fassent de la rediff, mais finalement, ça marche. Alors bon. Mais c'est vrai qu'en fait, maintenant, on parle beaucoup des plateformes et tout ça, mais c'est vrai qu'avant, au début de la TNT, quand ça existait, ils faisaient énormément de rediff d'une chaîne à l'autre. Et c'est vrai que quand on avait raté le film qu'on voulait voir, en fait la dernière chance qu'on avait c'était de le voir sur la petite sœur au niveau des chaînes. Donc en fait les gens ont peut-être encore ce réflexe de se dire tiens je l'ai loupé sur M6 la dernière fois, je le verrai. Ou alors j'ai regardé autre chose l'autre soir mais ça me tentait bien quand même, du coup j'ai l'occasion de le revoir. Et enfin mardi soir on était le 24 juin, Koh-Lanta en tête 2,9 millions devant Un si grand soleil, le prime spécial France 3 2 434 000. Puis c'est 911 1,6 million sur M6. Ça tient bien ça, c'est fou. Ouais, ça tient vachement bien. Devant le Cash Investigation, 1 463 000 sur... Tu le dis à l'américaine. Ouais, je trouvais ça super classe. C'est pas un film américain, hein, c'est Élise Lucet. 1 436 000, et puis après on avait une soirée patrimoine, 800 000 téléspectateurs sur France 5, et là en tête de la TNT, c'est Dragon 3, et c'est 550 000 téléspectateurs sur Gulli. Voilà pour les audiences de ces derniers jours. Et merci pour cette audience télévision. Je t'avais promis une petite surprise en fait que je vais essayer de mettre en place pour la rentrée. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous appréciez ça, comme ça on le garde ou pas. C'est qu'en fait j'ai pensé à te donner les audiences, mais du cinéma, le box-office tout simplement, puisque maintenant j'ai accès assez facilement au top 10
de la semaine. Donc je vais te donner très rapidement les films qui ont fonctionné en fait au cinéma en France cette semaine, et ça va aller très vite puisqu'on est le numéro 1, c'est bien sûr Dragon avec ses 366 000 entrées cette semaine. Il est en deuxième semaine, donc il a un total de 1 million d'entrées en 15 jours, ce qui est vraiment très très bien. En deuxième position, on retrouve Lilo et Stitch avec 200 000 entrées cette semaine. 4 millions d'entrées en 5 semaines, c'est absolument extraordinaire. Disney est très content, on va pouvoir en reparler dans quelques instants. 28 ans plus tard, qui est en troisième position, top 3, avec 177 000 entrées, pour un total de 177 000 entrées, puisque c'est sa première semaine, évidemment. Elio, on va en parler dans quelques instants, qui ne fait que 164 000 entrées pour sa première semaine. Mission Impossible qui tient bien, on est en numéro 5, avec encore 100 000 entrées cette semaine, pour un total de 2 millions d'entrées. Il se porte plutôt bien. Avignon, qui est en 6e position, le premier film français de ce top 10, avec 82 000 entrées. On passe la barre des 100 000 entrées. Il a fait 92 000 entrées au total, puisqu'il y a eu quelques avant-premières. On a eu les avant-premières de F1, le film, qui place du coup F1 en 7e position de ce top, avec 62 000 entrées quand même pour les avant-premières qui ont eu lieu mardi dernier en tout, et puis toutes les autres, enfin voilà, le cumul en tout cas de toutes les séances qu'on a pu avoir en France. Et en 8e, 9e et 10e position, nous avons La Venue de l'avenir, le dernier Cédric Clapiche, Enzo, et de l'univers de John Wick, Ballerina, qui est en 3e semaine avec seulement 350 000 entrées. C'est vraiment pas énorme. C'est pas énorme du tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit papa d'ailleurs. J'ai cru que mes écouteurs avaient bugué, mais non. Non, je sais pas, j'ai ma bouche qui a fourché. Mais Ballerina, qui du coup se retrouve à 356 000 entrées en 3 semaines. Et cette semaine, 51 000 entrées. Voilà pour ce top 10 cinéma. Je sais pas si ça t'intéresse qu'on continue toutes les semaines à en parler, mais je trouve ça hyper intéressant. Ah ce serait génial, bien sûr. Il faut absolument qu'on continue. Bravo. Bravo. On va pouvoir passer à nos news. Quelle est ta première news du coup ? Quand même, c'est la grosse news de la semaine, c'est l'arrivée de Léa Salamé aux 20h de France 2. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui était assez inattendu. D'ailleurs, hier soir, Delphine Ernotte était invitée dans Quotidien, la patronne de France Télévisions, et elle a dit qu'effectivement, c'était pas leur premier choix. Elle a confirmé qu'effectivement, le premier choix, c'était plutôt Caroline Roux, qui a refusé parce qu'en fait, elle voulait que son chef d'édition dans C'est dans l'air soit rédacteur en chef du JT de France 2, et France 2 a refusé. D'accord. Et donc Léa Salamé a fini par accepter, alors que dans plusieurs interviews, elle avait dit à de nombreuses reprises qu'elle ne souhaitait pas. Ok. Oui, forcément. Complètement. Mais j'ai quand même hâte de voir son objectivité, surtout au niveau du journal de télévision, parce que c'est vrai que dans quelle époque, il y a quand même, l'émission a quand même plusieurs fois fait le bad buzz en invitant des personnalités parfois qui n'étaient pas bien cotées, on va dire au niveau de la population, etc. Donc j'espère que le journal va être quand même un maximum objectif au niveau de France Télévisions. C'est quand même important quoi. C'est vrai qu'il faut pas oublier que Léa Salamé est la compagne de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, c'est le président du groupe, enfin en tout cas du parti politique Place Publique. Il faut bien avoir conscience que ça risque de poser problème si les candidats à la présidentielle de 2027, elle a déjà dit en tout cas qu'elle se mettrait en retrait. Donc ça, parce que effectivement, ce serait délicat d'interviewer son propre mari, mais du coup voilà, ça fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, comme vous vous en doutez, donc affaire à suivre aussi à ce niveau-là. On va repasser du côté du cinéma pour ma part, puisque je vais vous parler du petit échec, même du gros échec, du gros flop d'Elio. Alors c'est pas vraiment pour on va dire l'attaquer, le film, c'est plus justement pour en faire la publicité, mais c'est vous dire que voilà, c'est le plus petit démarrage d'un Disney Pixar, puisque le dernier record en date c'était pour Élémentaire, qui n'avait fait que 500 millions, Élémentaire qui n'avait fait que 44,5 millions de dollars dans le monde. Là, Elio commence malheureusement avec un petit 35 millions de dollars. C'est vraiment pas beaucoup. 14 millions à l'international, 21 millions
aux US. Il faut savoir que le dernier film des studios Disney Pixar, c'était Vice Versa 2, qui avait fait 1,7 milliard de dollars de recettes, donc on était vraiment sur quelque chose d'assez stratosphérique. Malgré ça, Disney est quand même confiant, hein, puisque Élémentaire avait fini justement à 500 millions de dollars de recettes mondiales. C'est devenu un succès critique à la suite de tout ça, et même un succès public, hein. Les gens aiment beaucoup Élémentaire, et ils espèrent qu'Elio ait la même trajectoire, puisque les critiques publiques et presse sont très très bonnes, et ils espèrent quand même pouvoir dépasser au moins le coût de production qui était à 150 millions de dollars, sans bien sûr la partie marketing. Alors Pete Docter, du coup, il se confiait récemment dans une interview pendant le festival d'Annecy, où il disait que de toute façon le studio, il prévoyait toujours un accord avec Disney pour du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire un film original pour une suite. Donc pour l'instant c'est toujours le cas. Le prochain sera encore une fois un film original, puisqu'il s'agit de Hoppers, qui sortira en mars 2026. On aura ensuite Toy Story 5 en juin 2026, Les Indestructibles 3 en juin 2027 et Gâteau en juin 2028, pour enchaîner avec le dernier film annoncé, Coco, en mars 2029. Donc voilà, un gros calendrier dans tous les cas. Disney continue à avoir confiance en Pixar, et puis dans tous les cas ils peuvent rattraper les comptes, puisque en ce moment Lilo et Stitch dégomme absolument tout. Il est quasiment au milliard de dollars dans le monde, donc on est plutôt pas mal au niveau des caisses de Disney, qui continuera toujours à financer l'animation chez Pixar. Mais c'est vrai que c'est triste, moi je trouve, hein. On a vraiment l'impression qu'au-delà des suites, les gens n'y vont pas. Pour moi, c'est un gage de réussite. On va voir un Pixar. Je veux dire, il a bien fallu que des gens, un jour, aillent voir Les Indestructibles 1, aillent voir Toy Story 1. Alors après, Toy Story 1, c'était un autre contexte, évidemment. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même des choses qui sont super chouettes et qui n'ont pas marché. Je pense à En Avant, que j'ai vraiment beaucoup aimé, moi. Bah oui, Élémentaire aussi, qui était chouette. Alors, faut souhaiter qu'Elio puisse fonctionner, parce que moi, on m'en a dit vraiment beaucoup de bien en plus. Donc, moi, j'ai personnellement très hâte de le voir. Et c'est au cinéma aussi de continuer à le diffuser pendant tout l'été et à tenir leurs promesses, en espérant justement que le film continue à faire des entrées au fur et à mesure de l'été, parce que c'est vrai aussi que parfois les cinémas sont un peu frileux, voient l'échec d'un dessin animé et préfèrent en passer un autre en espérant que le suivant fonctionnera mieux, mais c'est aussi un peu notre devoir d'exploitant de continuer à diffuser les films en espérant, en faisant de la communication et en espérant qu'ils fonctionnent sur la longueur. C'est sûr, alors on verra, mais c'est vrai qu'en plus, avec l'arrivée de Zootopie 2, qui risque de fonctionner, on a vu aussi des scores quand même. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, au-delà des suites, enfin, je me répète, hein, mais je suis vraiment inquiet. Je me dis, allez, les gens, tentez le coup, allez voir des choses qui changent un peu, quoi. Tout à fait. N'allez pas voir que des live action ou autre. Complètement. Alors, je voulais vous parler d'un groupe télé qui va assez moyennement, hein, c'est le groupe Canal+. Comme l'a révélé Clément Garin, la fermeture de C8 et la fermeture des antennes en clair du groupe risque d'amener à un licenciement de 168 salariés. Aïe, aïe, aïe. Parce que, bah voilà, forcément, C8 perdait certes quand même de l'argent, mais embauchait aussi beaucoup de monde. Et là, on a remarqué que les audiences du clair de Canal+, sur les box, donc ailleurs que sur la TNT, tout ce qui est en aparté, tout ce qui est clic, les émissions du soir, eh bien, elles sont entre 0 et 0,1% de téléspectateurs. C'est vraiment râler pas crête. Il y a vraiment que quand on diffuse du sport que ça continue de fonctionner, notamment le Grand Prix du Canada, qui a été suivi par 1,5 million de téléspectateurs. Mais il n'empêche que on est dans une situation qui est très très critique pour la chaîne cryptée. Alors Canal+, c'est un énorme groupe, hein, ils vont pas fermer, les chaînes Canal vont pas fermer, mais la situation est quand même très embêtante. On a quand même appris que finalement la partie cinéma de Canal+ conserverait la diffusion du magazine Le Cercle. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il y a une saison 2025 qui a été annoncée sur les réseaux sociaux. Mais bon voilà, c'est vrai qu'on savait que ce serait préjudiciable à la fermeture de C8, mais c'est un groupe qui a de la ressource. Et un groupe qui va plutôt bien, en tout cas une chaîne qui va très bien depuis le changement de numérotation, et c'est assez impressionnant, c'est LCI. LCI, elle est tout proche de BFM TV et de passer deuxième chaîne d'info de France. Ah oui, quand même. Elle est vraiment pas très loin. Là, bah justement, Clément Garin donnait hier des audiences sur la journée de mardi. Pour vous donner des exemples qui sont très concrets, de 17h à 19h, CNews est première, puis LCI deuxième et BFM troisième. De 19 à 20h, CNews première, LCI encore deuxième, BFM troisième. De 20h à 22h, CNews première, LCI toujours deuxième, BFM TV troisième. De 22h à minuit, LCI est première. Elle passe devant CNews.
et devant BFM TV, et même la nuit de minuit à 3h du matin. C'est fou ça. CNews première, LCI deuxième. C'est vrai que LCI, on le sait, c'est une chaîne qui est quand même très centrée sur l'international, et l'actualité internationale, elle est très riche en ce moment. Ça, on en a bien conscience. Mais néanmoins, c'est quand même assez incroyable de se dire que avec le changement de numérotation, ça marche encore mieux. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être un peu sous-estimé, ce changement de numérotation, parce que je vous disais sans cesse que les gens, ils allaient être capables de changer de chaîne. Mais je me rends compte que moi, le premier, la semaine, je regarde la matinale de Bonjour, mais il n'y en a pas le samedi et le dimanche, donc souvent je me levais et je regardais plutôt BFM TV. Et ces dernières semaines, le samedi et le dimanche, quand je me lève, j'ai toujours le réflexe de taper 15, et donc je tombe sur LCI, et y a des fois où je reste, où je me dis ah mince purée, je me suis trompé, et je vais pour faire 13, et je me rends compte que le traitement de l'info me plaît plutôt. Donc moi le premier, je fais des infidélités à BFM TV. Voilà, à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas c'est vraiment une très grande forme pour LCI en ce moment. C'est vrai qu'LCI, quand il est arrivé sur la TNT, il n'y a pas si longtemps que ça maintenant, plaisait plutôt, hein, on va dire que les critiques spectateurs étaient assez bonnes, le traitement de l'info était plutôt sérieux, et ils avaient une ligne éditoriale qui était assez originale par rapport aux autres chaînes, donc ça m'étonne pas qu'en avançant un petit peu dans les numéros de la TNT, ils se retrouvent à faire un peu plus d'audience, puis c'est quand même bien pour eux. Et puis il faut aussi se dire que c'est un petit peu moins pour BFM, mais c'est aussi peut-être un petit peu moins pour CNews. Alors vous connaissez notre avis sur la politique éditoriale de CNews, et c'est vrai que moi, si LCI pouvait passer devant, ça m'arrangerait plutôt. J'ai du mal à aller jusqu'à les imaginer première chaîne d'info de France, même s'ils l'ont été à une époque, à l'époque où il n'y avait pas la TNT justement, et où ils étaient sur le câble avec leur concurrent, c'était iTélé, l'ancêtre de CNews, mais bon voilà, en tout cas ça marche très fort pour LCI. Ce qui marche très fort aussi au premier trimestre 2025, c'est l'investissement dans la publicité des distributeurs pour parler de films sur les différents médias. Alors on pourrait se dire que 99 millions d'euros bruts ont été investis par les distributeurs, c'est 10% de plus par rapport au premier trimestre 2024, mais moi ce qui m'intéressait c'était surtout la télévision, puisque ça a été un de nos sujets à la sortie du Covid, c'est que maintenant les films pouvaient de nouveau faire de la publicité à la télévision, et il faut savoir que 19% des films promus sur les différents médias l'ont été à la télévision, hors chaîne thématique, donc je pense que c'est uniquement sur la TNT, donc ça représente à peu près 32 films sur 34 sortis au premier trimestre 2025, soit un total de 10 millions d'euros, c'est 19% de plus par rapport à l'année dernière. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir que finalement la télévision, ça restait quand même un média important, c'est principalement des films français, des films français représentent 53% des films promus sur les spots de télévision. Voilà, et c'est les groupes TF1, M6 et France Télévisions qui sont les premiers bénéficiaires de ces publicités pour des films, à savoir que voilà, l'engagement est quand même plutôt du côté des films français correspondant à la moyenne d'âge de la télévision actuellement, quoi. Oui, donc c'est intéressant de voir que il y a quand même un petit regain, il y a quand même encore un investissement à la télévision, même si maintenant on a les réseaux sociaux et diverses plateformes comme YouTube ou même Netflix ou Disney+ qui font de la publicité pour des films au cinéma avant les programmes, mais la télévision ça reste quand même un gros média, et que on continue à investir dedans pour faire de la publicité au cinéma. Et écoute, on va passer, je voulais faire une news sur le problème de l'audiovisuel public, tu sais, cette fameuse holding qui va être créée pour joindre France Télévisions et France Radio, enfin Radio France pardon, Radio France, mais je la ferai je pense un petit peu plus tard, j'aimerais travailler un petit peu plus mon sujet, histoire de pas trop vous dire de bêtises, donc on va tout de suite passer au programme. Eh bien, samedi 28 juin sur TF1, tu vas pouvoir voir la deuxième partie du grand test du QI, puisque il y a plusieurs émissions qui ont été commandées à TF1, et donc Hélène Manarino sera de retour samedi soir sur TF1, face, alors là par contre, ça risque d'être autre chose que la fête de la musique, face à la finale du Top 14, qui rappelons-le est diffusée comme tous les ans à la fois sur France 2 et sur Canal+. C'est Canal+ qui diffuse tous les ans le championnat dans son intégralité, mais ça fait partie des fameuses compétitions françaises qui doivent être obligatoirement diffusées en clair, et donc ce sera le Stade Toulousain face à Bordeaux-Bègles samedi soir sur France 2. On va avoir également un petit peu de cinéma comme d'habitude sur France 4, et ce sera Mes voisins les Yamada, donc on reste sur du cinéma d'animation avec à 19h45 Le Royaume des chats, donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les audiences de France 4, parce que je serais curieux de savoir ce que ça donne, mais en tout cas voilà, sur T18 du cinéma avec Ce souvenir des belles choses de Zabou Breitman, c'est voilà une nouvelle case cinéma le samedi soir donc
sur la chaîne T18. On a Bernard toujours pas les Campan audiences. a eu un César pour ce rôle d'ailleurs. Ouais. Et j'ai l'impression que T18, on commence déjà un peu à l'oublier, cette nouvelle chaîne. C'est fou quand même. Très peu de gens en parlent. Lundi 30 juin, Camping Paradis, de retour sur TF1. C'est des inédits? C'est la saison 15 et c'est l'épisode 6, mais je ne sais pas si c'est inédit. Non, Ah. c'est de la rediffusion. Ok. C'est de la rediffusion. Enquête au paradis sur France 2. Sur France 3, la soirée Les Dents de la Mer. C'est marrant de voir ça sur France 3 puisque ça commence à 21h10 avec Les Dents de la Mer. À 23h10, Les Dents de la Mer 2. Et à 1h, Les Dents de la Mer 3. Donc ça, c'est rare de voir quand même sur... ça me fait sourire de voir ça. Oui, ce genre de film sur France 3, oui, c'est vrai que ça fait... Le premier n'a été réalisé que par... Enfin, il y a que le premier qui a été réalisé par Spielberg. Exactement. Et le film fête donc ses 50 ans cette année. Sur Arte, Kill Bill Volume 2. Alors, je ne veux pas souvenir qu'ils aient passé le 1 auparavant. Bah non, mais bon, voilà. Rien. Kill Bill Volume 2. Un film inédit en clair sur W9 qui n'avait pas marché au cinéma et M6 a préféré le reléguer à la petite sœur et en plus en plein été, ce qui n'est pas forcément très bon signe. C'est Hypnotique de Robert Rodriguez avec Ben Affleck. Moi j'avais bien aimé ce film. Je l'ai vu au ciné et je l'ai revu après à la télé parce que ma chère étante ne l'avait jamais vu. Et bon, bah ça passe. Ouais. C'est du Rodriguez quoi. Bon. Sur TMC, Opération Fortune, Ruse de guerre, ça aussi c'est une rediffusion de film mais qui avait été passé il y a un peu plus longtemps dans l'hiver. Le Jaguar sur TF1 série film, alors ça c'est pareil, c'est un film qui avait avec Jean Reno et Patrick Bruel, c'est un film qui avait cartonné à l'époque. C'était un des films du dimanche soir à l'époque de TF1. Et le Creepy Monday de RTL9, c'est Incarnate avec Aaron Eckhart de 2016. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais j'arrête de parler d'RTL9 parce qu'après tu vas encore me demander de faire toutes les autres chaînes. Alors attention, on rentre dans une sacrée semaine de cinéma sur TF1. Mardi soir, Taxi, le numéro 1. D'accord. Avec ensuite un documentaire 20 ans de la saga Taxi, le film qui a fait exploser tous les compteurs. Alors c'est un documentaire de 2018 puisque Taxi, le numéro 1, est sorti en 98. Voilà. Un Taxi suivi d'un documentaire sur la saga Taxi. Sur France 2, ce sera Grandir en France, les enfants ont la parole. Okay. Donc ça, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'audience. Une soirée Ainsi grand soleil sur France 3. Sur M6, ce sera Zone interdite. On se rappelle que l'été, Zone interdite arrive souvent les mardis. Et sur Canal+, le film coup de cœur, ce sera Syntex avec Louis Garrel. Ah, je l'ai raté celui-là. Qu'on n'a pas passé, donc ça peut être l'occasion de le revoir. Sur effectivement Antoine de Saint-Exupéry. Côté TNT, sur TFX, il y aura Les Chevaliers du Zodiac, version 2023, live action que je n'ai pas vu non plus. Le live action? Oui, le live. Ah oui, c'était le film distribué par Sony. Il paraît que c'est vraiment pas bon ça. Ouais, mais la preuve c'est que TF1 l'a mis tout de suite ici. Sur W9, le téléfilm L'incroyable embouteillage qui avait bien marché sur M6 à l'époque. Ah oui, exact. Inspecteur la bavure sur TF1 série film et sur Gulli, ce sera Ninja Turtles Teenage Years en inédit 2 ans après sa sortie. Ouais. Sur Gulli, pour sa première diffusion en prime time. Donc c'est bien, mais c'est dommage, ça va peut-être pas faire trop d'audience quoi. Ouais, après sur une grande chaîne, je sais pas ce que ça aurait donné. Oui, c'est sûr. Mercredi 2 juillet, Jurassic Park sur TF1. Je vous l'avais dit, sacrée semaine de cinéma. Jurassic Park sur TF1 avec en deuxième partie de soirée Jurassic World Fallen Kingdom. Donc voilà pour le programme de ce soir-là. Un téléfilm de Michel Leclerc sur France 2, le premier venu. On aura Le village préféré des Français sur France 3, ça, attention, ça marche toujours très bien. Le concert de la fête de la musique en clôture de la France Music Week sur France 4. Ce sera ensuite sur M6 Top Chef, sur Arte De Rouille et d'Os. Le concert de Patrick Bruel, on en parle, qu'on avait diffusé au cinéma, va être diffusé sur W9 ce mercredi 2 juillet. Il y aura du foot sur TMC, puisque l'Euro féminin va commencer, ce sera Suisse-Norvège. Arrête ton char bidas des Charlots sur C-Star. Tu vas me parler meilleur par contre. Non mais pour dire qu'en fait je trouve que l'été c'est quand même hyper intéressant. Tu m'as parlé d'Inspecteur la bavure juste avant et tout, c'est quand même marrant quoi. Ouais. Mais là rien que de se dire que mardi soir il y a Taxi, mercredi soir Jurassic Park et on arrive au jeudi soir sur TF1 et on aura le dîner de cons. Donc ça veut dire du cinéma sur TF1 dimanche, mardi, mercredi, jeudi. C'est énorme quand on y pense. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. En plus, le dîner de cons, c'est toujours un gros carton. Et on vous l'avait dit, en face, ce sera Interville, par contre. Avec Beauvais qui va affronter, attention, Coulanges-les-Nevers dans la Nièvre. La Nièvre va être à l'honneur dans ce premier. Mais ils seront pas dans la Nièvre, du coup. Ils seront à Beauvais. Il y aura la Doc et le Veto, la saison 1, l'épisode 4, avec quand même Michel Simès sur France 3. 3 nuits par semaine, ce sera le film de France 4 qui était sorti en 2022.
avec Pablo Paoli et Romain Eck. On aura Arnak sur M6. On aura Jurassic World, le numéro 1, tiens, sur TMC. Et on aura Gulli qui va se lancer dans les aventures de Tintin. Le fameux dessin animé de mon enfance, en tout cas j'allais dire de notre enfance. Mais du coup c'est quoi, c'est la série, c'est des petits épisodes c'est des épisodes, ouais c'est ça. Il y aura les 7 boules de cristal et le temple du soleil, donc de 21h05 à 22h50. Cool. Ensuite il y aura l'étoile mystérieuse, puis Tintin en Amérique. Frères ennemis, film policier de T18. Et sur RMC Story, le film ce sera Le Pacte des loups. Oh. Et vendredi 4 juillet, le premier jour des vacances scolaires, enfin en tout cas les vacances ce sera le vendredi soir sur TF1, ce sera le retour de Ninja Warriors. Le crime lui va si bien sur France 2. On aura Sonic 3, ce sera le blockbuster de Canal+. Sur M6, 10 jours sans maman, un film avec Franck Dubosc qui était sorti en 2020. Du football sur TMC, toujours Allemagne-Pologne. Débarquement immédiat sur TFX, enfin, le film que j'avais préféré, moi non plus celui-là. Et sur Gulli à 19h20, Ninja Turtles Teenage Years et le loup et le lion sur Gulli, donc à 21h. Voilà pour le programme de ce vendredi. Et pour terminer, il passe 2 fois Teenage Years la même semaine ? Ouais, une fois à 19h, une fois à 20h30. Le duel du dimanche soir va opposer sur TF1 Jurassic World Fallen Kingdom. Donc Jurassic World, c'est Jurassic World 2, donc c'est Jurassic Park 5, si vous me suivez. C'est le même qui va être diffusé mardi soir en deuxième partie de soirée, en fait. Après, mercredi soir, après Jurassic Park. Donc Jurassic World Fallen Kingdom, avec en deuxième partie de soirée Jurassic Park Le Monde Perdu, donc c'est Jurassic Park 2. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Voilà, donc je rappelle, vous avez Jurassic Park 5 en prime time, puis le 2, puis mercredi vous avez le 1, puis le 5, puis jeudi sur TMC vous avez le 4. Et puis après, vous avez la sortie de Dominion. Vous avez la sortie du 7. Ouais c'est ça, au cinéma. En tout cas, Jurassic World Fallen Kingdom dimanche soir, moi, c'est un de mes préférés. Donc voilà. Je sais que tu l'aimes beaucoup, toi. Je trouve vraiment trop bien. Et sur France 2, alors là, attention, je suis très très surpris de ce choix, mais c'est très bien qu'ils tentent ce genre de choses. Ce sera Millennium, ce qui ne me tue pas, mais c'est pas la version de David Fincher avec Daniel Craig, c'est la version suédoise. Que j'ai en Blu-ray mais que je n'ai jamais regardé. Donc c'est assez osé, je trouve. Oui, je pense que ça va pas faire des audiences folles. Bah, quoique, les polars, ça plaît bien. C'est des polars, donc pourquoi pas. Un capital spécial sur les moustiques, je pense que je vais le regarder parce que je suis envahi chez moi. Sur Arte, ce sera Mad Max, le numéro 1. Là aussi, trop bien. S'ils font toute la saga, ça serait trop cool. Ouais, ce serait vraiment très très bien. Sur W9, on aura Bridget Jones, Baby. Sur TFX, ce sera Five, la comédie avec Pierre Ninet. Bien sûr, super. Sur TF1 Série Film, On ne choisit pas sa famille avec Christian Clavier, c'est un film de Christian Clavier avec Christian Clavier et Muriel Robin. Bon, voilà. Sur Sister, ce sera Stargate, La Porte des Étoiles. Le film de 94. Et enfin, Sacré après-midi sur Gulli, enfin soirée plutôt, 19h10, Qui veut la peau de Roger Rabbit. À 21h05, ce sera le très joli film d'animation Minuscule. Mais c'est fou. Et ensuite, La Reine Soleil, un film d'animation de 2007. Voilà pour le programme télé de la semaine. Je rappelle quand même, c'est quand même de l'exception sur TF1. Dimanche, Jurassic World. Mardi, Taxi. Mercredi, Jurassic Park. Et jeudi, Le Dîner de Cons. La première chaîne d'Europe qui mise sur 4 films en 5 soirs, c'est quand même rarissime. Mais je suis vraiment entièrement d'accord, et puis je trouve vraiment que même toutes les chaînes se donnent à fond, quoi. Il y a plein de films partout, Gulli qui passe quand même Teenage Year, c'est quand même assez fou. On peut pas dire que cet été là soit vraiment mis de côté par les chaînes, quoi, bien au contraire. Ouais, complètement. Et puis voilà, encore une fois, ils tentent des trucs, donc n'hésitez pas à soutenir vraiment ce genre d'initiative, quoi. C'est vraiment chouette d'avoir des films récents et des grands classiques, que ça soit de la comédie française ou des blockbusters américains, donc franchement c'est super chouette. Et on est à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur le Patreon, patreon.com/critflixmedia, puis nous rejoindre de toute façon sur les réseaux également. En ce moment, je vous fais une petite série de vidéos avec une petite news par jour, donc voilà, si ça vous tente d'en apprendre plus sur le monde du cinéma et de la télévision, n'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok, sur YouTube ou encore une fois sur Instagram. Et puis dans tous les cas, on se retrouve, je pense, une dernière fois pour une émission hebdomadaire la semaine prochaine. Et puis pour le reste de l'été, vous aurez des petites pastilles que vous pourrez manger chaque semaine, où on vous apprendra des petites choses sur la télévision et le cinéma. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. David, une bonne semaine à toi aussi, et on se rejoint la semaine prochaine. À bientôt, salut tout le monde.